Bonjour Dominique Bourg. Alors, on Bonjour Philippe commence par une Petit. date de naissance, c'est toujours un petit peu bête, une date de naissance, disons 1953, mais il y a quelque chose qui m'a frappé. Vous êtes un philosophe franco-suisse aujourd'hui et vous êtes né dans le Jura. En Racontez-nous, France. en En France, France. Et l'année de la mort de Staline. absolument. Alors, racontez-nous Alors, vos années d'enfance et de formation. et de formation. Alors, le Jura, c'est beaucoup dire parce que je suis né à Tavaux. Tavaux, c'est à une dizaine de kilomètres de la ville de Dole. Alors, on est déjà dans la plaine du Doubs, très peu de temps avant que le Doubs ne se jette dans la Saône, et donc que le département s'arrête et que la région s'arrête. Donc, c'est le département du Jura. Et Tavaux, c'est là où, dans les années 20, je crois, le groupe Solvay, qui est toujours un groupe important, mais qui à l'époque était très très important, décide d'installer une usine, une très grosse usine. Il y a eu jusqu'à presque, je crois, 3500 employés dans cette usine. Une usine où on fabrique de la soude, de l'acide chlorhydrique, etc. Et donc effectivement, c'est la raison pour laquelle c'est assez proche d'Arquesnan, des, des salines. Et alors le groupe Solvay, c'est un groupe connu parce qu'on connaît, enfin les philosophes connaissent tous les congrès Solvay avec Einstein, etc., Niels Bohr, etc., dans les années 20, un des grands congrès de physiciens. C'est une famille belge qui est une famille scientifique. C'est eux qui ont remplacé le procédé Leblanc, enfin peu importe. Donc c'était une industrie et des entreprises très très florissantes et surtout une sorte de, comment on appelle ça, de paternalisme industriel complètement dingue. Et je suis né là-dedans et je pense que c'était très très important pour ma formation. Il y avait le village, ils ont construit la cité à 2-3 kilomètres du village, donc dans des champs, hein. Il y avait rigoureusement rien. Et en fait, toutes les maisons de la cité étaient construites exclusivement par Solvay. Elles étaient à l'époque la propriété exclusive de Solvay. Et les maisons exprimaient dans leur architecture la place des gens dans la hiérarchie de l'usine. C'est-à-dire quand on passait d'un degré d'ouvrier P1, P2, P3, bon, par exemple, eh bien, les volets devenaient légèrement plus foncés, on gagnait quelques centimètres carrés dans les chiottes, dans le salon, etc. Et puis ensuite, le contremaître, c'est déjà un type de maison différent. Après, il y avait les ingénieurs maison. Et puis ensuite, différents types de maisons en fonction de l'école d'où les ingénieurs avaient été recrutés. Et les 4 plus belles maisons de l'époque, c'était les maisons pour les X, pour les polytechniciens. Et alors, pas encore dans ma toute tendre enfance, mais au moment où je suis parti, c'était déjà le cas. Le patron, qui était systématiquement aussi un X à la française, lui n'habitait pas dans une maison construite par Solvay. Il avait un manoir. Voilà, il avait un manoir, donc, mais on aurait dit, en vieux grec, on aurait dit akéropoétès, c'est-à-dire lui, sa maison n'était pas faite de main d'homme, il était Dieu, il fallait qu'il incarne autre chose. Donc un sens de la hiérarchie extrêmement affiné, c'est le moins qu'on puisse dire, jusqu'à la caricature, avec une lutte des classes à la française, massive, frontale, caricaturale, et manque de bol pour moi, je venais dans une famille, alors mon père venait d'un milieu très, très modeste, hein, mes parents d'ailleurs les deux, de milieux tout à fait modestes, mais mon père avait gravi en quelque sorte les échelons sociaux, et il était directeur de la coopérative. Ah, c'est ça, mais Voilà, ils étaient commerçants au ils étaient départ. commerçants, oui, mais justement, commerçants, donc en fait, ils gagnaient plus d'argent, même sensiblement plus d'argent que son niveau d'études. D'accord. Et donc, comme on était dans un univers, encore une fois, très marqué par la lutte des classes, moi je me souviens, étant gamin, de m'être fait virer d'une famille d'ingénieurs parce que mes parents n'étaient pas ingénieurs. Et quand j'allais chez les ouvriers, ils me piquaient mes petites bagnoles, etc., parce que mes parents étaient plus riches. Donc, j'ai vécu dans le bêtisier social français, le bêtisier de A à Z. Le patron, franchement, sa vision du monde est quand même relativement étroite, et celle de l'ouvrier, c'est vraiment pas mieux. Et donc, étant enfant, j'ai développé une sorte de distanciation par rapport aux conflits sociaux, par rapport à ce qu'était la société. La société me paraissait basse, vile, bouffée par le ressentiment, bouffée par l'envie, et complètement cadenassée mentalement. Et donc, pour moi, je ne pouvais être ni ingénieur, ni ouvrier. Ça, c'était la détestation totale. Et donc, je ne pouvais être que philosophe.
Alors oui, mais avant de devenir philosophe, quand même, vous passez par le lycée. Qu'est-ce qui se passe avant le baccalauréat? Comment vous orientez donc Tout à fait, oui, oui. très Alors, tôt vers la ah philosophie? oui, en fait, j'étais petit, jusque la classe de troisième, j'étais le désespoir de mes parents, Ah, parce que je ne lisais rien. J'étais incapable, je n'ai lu aucun roman avant, je crois, la classe de seconde. Et en fait, pendant l'été, entre la seconde, enfin la troisième et la seconde, évidemment dans le système français, ça a correspondu à quelque chose de très important. Ça correspond, on était un petit peu après 68, et c'est le moment où mes parents ont dû quitter cette cité. d'accord. Et c'est là, et là ils avaient une maison de campagne dans laquelle ils sont en quelque sorte réfugiés avant de trouver un autre boulot. Et moi, c'est là où j'ai découvert la philosophie. Et en fait, j'ai découvert la philosophie, à l'époque, il y avait une petite collection du Seuil qui s'appelait Microcosme. Oui, Vous devez bien connaître ça, oui, oui. où on présentait des auteurs. Alors, il y avait tout d'abord une première présentation, ensuite des extraits, et j'en ai dévoré, mais je ne sais pas, j'en lisais 2, 3 par semaine. Et puis après, évidemment, je suis allé vers d'autres textes, et c'est là, heu, au cours de cette classe de seconde, que j'ai eu un véritable amour pour la philosophie. Et je me souviens, en terminale, j'avais quand même déjà lu La critique de la raison pure, La phénoménologie des perceptions de Merleau-Ponty, etc., Ah qui était oui. un de mes auteurs fétiches à l'époque. Et donc pour moi, c'était clair, ma vocation était du côté de la philosophie. Alors cela dit, mon cursus scolaire était un petit peu heurté, parce qu'après, jusqu'à le troisième, bon, les choses sont classiques. Seconde, ben voilà, je commence à vraiment travailler et à éprouver un plaisir à la chose. Il était où votre lycée? Alors, jusqu'en classe de troisième, je suis au collège Mont-Roland à Dole. C'est un ancien collège de jésuites, mais les jésuites sont partis depuis longtemps. Mais il en restait un certain nombre de choses. Par exemple, c'était vraiment quand en tout cas, jusqu'à la classe de troisième, par exemple, quand vous étiez premier dans une discipline, on recevait un petit carton blanc, et si vous étiez second, un petit carton bleu. Enfin, voilà, c'était un univers, c'est l'univers d'avant 68, en fait. Hein, et ce collège a beaucoup changé, justement, après 68. Alors, moi, en classe de seconde, mes parents vont à Longwy, on habite Mont-Saint-Martin. Donc là, on est en Meurthe-et-Moselle, tout à fait au nord, à une époque très dure, à l'époque, puisque c'est l'effondrement de la sidérurgie. Ouais. Et donc là, puisque je venais d'une école privée, on me recolle dans une école privée, le collège d'Ulst à Longwy. Et là, je fais ma crise, quoi. Et je me fais virer. Je me fais tout simplement virer pour avoir fait un exposé sur mai 68. Et je me souviens, je m'étais beaucoup inspiré d'un numéro spécial des Temps modernes. Je me fais virer, je me suis inscrit au PSU, et c'était une très belle expérience pour moi. J'étais un gamin, quoi, en fait, hein, en classe de seconde. Et je me souviens très bien, ils n'étaient pas très nombreux dans la section PSU de Longwy, mais c'était, alors, contre-maître ouvrier, c'était vraiment pas du tout le PSU, quand on songe à Rocard, etc. Celui, par exemple, que j'ai connu un peu plus tard à Nancy, c'est un PSU très ouvrier, hein. On est dans une ville très, très ouvrière, avec des gens qui ont l'âge de mon père et qui me prennent au sérieux. Donc pour moi, c'est une expérience merveilleuse, et puis ça me donne une toute autre image que celle que j'avais justement de la classe ouvrière. Parce que là, j'en vois en quelque sorte l'élite, des gens au contraire très ouverts, instruits, qui essaient de comprendre la société, qui essaient d'imaginer des propositions alternatives, etc. Et ça me réconcilie d'une certaine manière, même si j'ai gardé une certaine méfiance quand même, mais ça me réconcilie, parce que là, je découvre toute autre chose. Alors, donc je me fais virer en classe de seconde. Le seul endroit où on m'accepte, c'est un petit séminaire, le petit séminaire de Renémont à Jarville, donc à côté de Nancy. Donc là, j'arrive là, j'arrive après Pâques, c'est un peu dur, hein, l'année est entamée, etc. Et puis en fait, très vite, j'aurai des amis que je connais encore aujourd'hui, en tout cas au moins pour un des deux. Et puis, alors c'est une expérience vraiment géniale, parce que là, je fonde depuis un séminaire, mais rien à voir avec Staline, je fonde le CAI, le Comité d'action interlycée. On est dans les manifestations contre la loi Debré, etc.
Et c'est ma première interview de radio. Je me trouve interviewé par RTL et à l'époque, le journaliste qui nous interviewait, c'était Christian Brincourt. Il m'avait offert son bouquin et c'était un ancien, ça ne doit rien vous dire, mais c'est un ancien reporter. C'était un reporter de guerre et un type vraiment très, 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 très sympa. Et donc, je découvre le théâtre universitaire qu'avait fondé Jack Lang. Alors bon, pour un gamin comme moi qui est dans une cité, c'était un truc très excellent. Et effectivement, alors le PSU de Nancy, c'est plus du tout celui de Longwy, c'est plutôt un PSU intello, etc. Bon, et puis ensuite, je reviendrai en terminale dans mon fameux collège Mont-Roland, mais qui avait complètement changé et qui était il y avait plus de surveillants, il y avait des équipes, on s'autodisciplinait, etc. C'était un établissement qui était très, 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 très sympa. Là, donc c'est là que je confirme mon vœu de faire de la philo. Je pars au lycée Fustel de Coulanges, donc à Strasbourg, en Hippocagne, et j'y reste 15 jours. J'ai un prof de philo qui ne parle que de Freud, et puis l'ambiance n'est pas bonne, et je vais à la fac. Et là, je vais additionner les licences, hein, je vais faire 3 licences, peu importe, plusieurs À la fac de maîtrises. Strasbourg. À la fac de À Strasbourg. l'époque, il y avait des bons professeurs à Strasbourg. Alors, à l'époque, oui, il y avait de très très bons professeurs, alors en un sens très très différent. Il y avait la Coulabart et Nancy, donc on était dans le Oui. courant Derrida, Le machin, fameux etc. duo. Voilà. Il y avait quelqu'un qu'on a oublié, qui était Chambon, qui était vraiment, alors plutôt dans l'école de Bruyère. Ça, c'est des choses que je vais découvrir bien plus Bien tard, sûr. que je trouverais beaucoup plus intéressant. Mais à l'époque, il était banni. Vous parlez de Bruyère dans votre primauté du vivant. Tout à fait, Daniel. absolument, absolument. Et donc, voilà, donc du coup, après, eh bien, je continue mes études à Paris. Je vais, donc là, j'irai jusqu'à un premier doctorat qui s'appelait Langue du discours et qui était publié au CERF parce que c'était une thèse de philosophie du langage, mais j'en ai tiré quelque chose et en fait, qui est très proche de ce que je vais redévelopper de façon très différente dans Primauté du vivant, mais c'est déjà l'idée d'un au-delà du pensable, en fait, que je développe là, et ça a été publié dans une collection de théologie, ce qui m'a marqué au fer rouge. Ah, alors justement, je voulais Ouais. vous poser cette question. Est-ce que il y avait dans votre famille et par héritage un soubassement religieux? Parce que là, vous dites que votre thèse publiée aux éditions du Cerf, tenue par les Dominicains, Les comme Dominicains, chacun oui. sait, vous a marqué au fer rouge. Mais est-ce que avant, vous avez eu un rapport avec une quelconque éducation religieuse ou pas? Ah oui, mais on est dans une époque, quand on est en 53, je veux dire jusque vers la fin des années 60, l'imprégnation catholique sur la société française reste très, très Bien sûr. importante. Mon père va pas à l'église, son rapport à la religion est très, très distendu. Je sais même pas s'il était pas athée, j'en sais rien. Mais ma mère, puis j'ai une grand-mère alsacienne, donc alors c'est très marrant parce que c'est très genré dans ma famille. Côté féminin, on est très religieux, côté masculin, on s'en fout. Et alors mon grand-père, je pense, totalement athée, il a fait la guerre de 14, il a fait les 4 ans. C'était un personnage assez fascinant. Alors vraiment Grand-père totalement paternel? grand-père maternel, Maternel. totalement inculte, hein, il a été terrassier toute sa vie et pourtant j'ai vraiment une grande admiration, pour ce grand-père qui avait une personnalité, comment dire? Il y a cette espèce de côté conscience populaire très enracinée, méfiance très forte justement de la société d'en haut, des cadres, des intellectuels, tout Alors, ça. vous savez que Voilà. c'était très prégnant chez les terrassiers, ça, justement. En plus, peut-être, oui, ça, je ne le sais pas. Alors, ça, vous avez raison. Votre grand-père faisait effectivement partie de ce qu'on pourrait appeler une forme d'aristocratie ouvrière, finalement. En tout cas, il y a De... une grande indépendance d'esprit Oui, voilà. et une espèce d'enracinement très profond à distance des grands récits, je pourrais dire. Grands récits religieux, grands récits politiques. Très, très intéressant. Et c'est quelqu'un qui a traversé il était allé à Verdun, qui a traversé les 4 années de la guerre de 14 sans une blessure. Et sa théorie était la suivante, c'est-à-dire que quand tu es face au danger, tu ne bouges pas. Tous ceux qui fuient meurent. Et en fait, pendant la guerre de 14, il a vu ça arriver sans arrêt. C'est-à-dire, les gens qui arrivaient étaient des gens jeunes, et ils arrivaient sur le front, ils n'avaient aucune expérience. Presque 9 sur 10 disparaissaient dans les premières semaines, en tout cas à Verdun.
Et donc lui, et puis ça s'est vu après, parce que je raconte cet épisode qui est assez marrant. Là, on est à la guerre suivante, donc mes parents sont déjà à Tavaux, on est en 44, à Tavaux il y a un petit aéroport, donc il y a des combats assez violents entre les Allemands et les Américains autour du petit aéroport, qui était un petit aéroport militaire de Tavaux. Et là, mon grand-père, il est égal à lui-même, il emmène mon frère aîné, qui avait 15 ans de plus que moi, il l'emmène carrément derrière un nid de mitrailleuses américaines tirant sur les Allemands. Quand mes parents ont appris ça, ça a été la panique rétrospective, quoi. Voilà, ça c'est le genre grand-père, quoi. Et donc effectivement, je pense que quelque part, peut-être que j'ai hérité un petit côté comme ça, mais voilà, c'est un grand-père pour lequel j'ai beaucoup d'admiration. Donc en fait, Précisons pour ceux qui nous regardent, vous dites hérité d'un petit côté, c'est-à-dire d'un petit côté activiste que vous êtes aujourd'hui, d'une certaine manière, devenu. C'est ça un peu que vous vouliez... Oui, c'est même arrivé d'occuper une banque, donc effectivement, activisme. Voilà, moi, occuper une banque. Donc voilà, c'est peut-être le grand-père qui... Alors c'est peut-être le grand-père qui ressurgit dans ces cas-là, effectivement, quoi. Mais c'est très belle figure populaire. Oui, oui. Et en fait, un très bon contrepoids à cette cité. Parce que là, on a le très mauvais côté du populaire. On a le côté ressentiment. Pas de ressentiment chez mon grand-père. Simplement de la liberté, de la hauteur et de l'indifférence. Et de la dignité. Ah oui, alors là, très fort. Ça, c'est ce que Michel a bien compris, mais ça, c'est la valeur essentielle. Essentielle. Absolument. Alors, versant féminin, donc... Alors, versant féminin, là, on est plutôt côté religieux, donc une grand-mère alsacienne, alors née dans une famille de paysans à Soppe-le-Bas, et donc traumatisée par la guerre de 14, très probablement violée pendant la guerre de 14, parce que on est en contrebas de la ligne bleue des Vosges, et les armées sont là, et toute mon enfance, j'ai été rythmé par le réveil de la grand-mère la nuit, avec des cris horribles. Et quand on lui disait, enfin, elle n'avait pas lu Freud, ma grand-mère, hein, et donc quand on lui disait, elle disait, il y a un homme qui me court après. Voilà, puis elle n'en disait pas plus. Mais bon, on a tous déduit que... voilà. Et donc très, très religieuse, très superstitieuse, etc., mais adorable, très, très, très gentille. Et puis évidemment, elle était alsacienne, elle parlait très, très mal le français. Et donc, elle m'appelait toujours mein Schatz, donc mon trésor, en fait. Et moi, je pensais qu'elle voulait dire mon chat, comme elle prononçait tout mal. Et c'est quand j'ai fait de l'allemand, j'ai compris qu'en sixième, que effectivement, ce qu'elle disait quand elle m'appelait. Et ma mère, c'est pareil, le côté religieux était vraiment important. Donc, mère et grand-mère allaient à l'église. Nous, on devait y aller, on n'a pas le choix, hein. Et puis, mais le père, ni le grand-père, alors là, le grand-père, pas du tout, c'est absurde pour lui. Absolument aucun sens. Une espèce de mépris de tout ce qui était ecclésial, quoi. Et ecclésiastique surtout. C'était un anticlérical, en fait. Oui, mais c'est une certaine forme de valeur populaire. Bien sûr. Ouais. Vous nous avez toujours fait chier, hein, vous nous avez toujours écrasés, etc. Vous nous avez jamais compris à vous faire foutre, et je suis ailleurs, quoi. Alors, comment se fait-il que vous vous retrouvez là? On a vu à peu près votre parcours scolaire, universitaire, familial. Donc, Strasbourg, et après Strasbourg, Paris. Là, dans quel... Alors, Paris, les hautes études. Alors déjà, quand j'étais à Strasbourg, j'ai eu à un moment donné une passion pour l'égyptologie. On va aller savoir pourquoi. Ça alors, oui. Et donc j'ai appris... Alors j'ai commencé à Strasbourg. À Strasbourg, il y avait une petite entité d'égyptologie. Et puis ensuite, je suis allé suivre les cours de Pascal Vernu à l'époque. Et c'était vraiment très, 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 très difficile, hein. C'est-à-dire que, en fait, ceux qui ont fait un petit peu d'égyptologie, encore autrefois, parce que maintenant on n'apprend plus les choses de la même manière, à l'époque, dans tout le monde entier, on apprenait le moyen égyptien avec une grammaire anglaise qui était la grammaire Gardiner. Et donc il y avait des exercices, hein, où on apprenait, comme en latin, hein, à faire ces thèmes ou ces versions. Et quand on passait des exercices conçus par Gardiner
à des stèles, à des vrais textes égyptiens. C'était le degré de difficulté n'avait absolument rien à voir. Mais c'était très important pour moi parce que j'ai fasciné à un moment donné la question de l'écriture, j'ai beaucoup travaillé sur la question du langage, etc. Et c'était très intéressant d'avoir l'expérience d'une langue qui n'était pas une langue indo-européenne, hein, c'est une langue chamito-sémitique, c'est-à-dire essentiellement une langue sémite avec une partie africaine. Et dans les langues sémitiques, ce qui est très important, c'est que ce sont les consonnes qui donnent le sens. Et en général, l'écriture désigne plutôt les consonnes que les voyelles, d'où les difficultés, les différentes valeurs possibles pour de mêmes signes. C'est un petit peu compliqué. Alors, c'est encore beaucoup plus compliqué quand on fait du cunéiforme, parce que là, le nombre de valeurs, il explose. Mais c'était pas simple, hein, voilà. Et je faisais ça en dilettante, hein, je n'avais pas du tout envie de devenir égyptologue, c'était pas mon problème, c'était une curiosité, comme j'ai fait de l'histoire de l'art, comme j'ai fait de la théologie, etc. Curiosité intellectuelle. C'est étonnant comme choix quand même. Oui, oui. Bah, écoutez, moi, je me suis intéressé aux trois figures de la vérité, en fait, hein, la philosophie, le beau, le bien. Donc, en fait, le beau, j'ai fait des études d'histoire de l'art, le bien, des études de théologie, donc il y a quand même un aspect moral, et la philo. Et ensuite, après, par le sujet de thèse que j'ai retenu, alors là, je me suis vraiment intéressé aux sciences et aux techniques, et je n'ai pas cessé de travailler ce côté-là. Du côté de l'écologie, on peut rien raconter de sérieux si on ne traverse pas la littérature scientifique, c'est pas possible. Alors, avant d'en arriver là, quels ont été durant vos études, enfin, disons, les philosophes qui ont véritablement compté dans votre trajet intellectuel? Vous avez cité tout à l'heure Merleau-Ponty, mais j'imagine qu'il y en a d'autres. Est-ce que, par exemple, vous avez croisé Bachelard? Est-ce que vous avez croisé plutôt la phénoménologie? Plutôt au début, la phénoménologie. Je me souviens, dès la classe de terminale, j'avais une espèce d'amour pour Merleau-Ponty, y compris aussi le côté philosophie politique, les aventures de la dialectique, etc. Merleau-Ponty, c'est pas Sartre, hein. C'est un grand qui a une vision très intéressante de la chose politique, pas niaise, pas suiviste, pas marxisante. Je veux dire que moi, le marxisme, c'est pas vraiment ma tasse de thé. J'ai beaucoup lu Marx, hein, mais je ne suis absolument pas un marxiste, et ça depuis très 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 tôt. Et donc, oui, Merleau-Ponty, mais en même temps, je ne veux pas dire que, par exemple, Bergson, je l'ai découvert très très tard, hein. Il y a un chapitre sur Bergson dans Oui, Primaté oui, du vivant. j'ai vu, Bon, oui. c'est le premier auteur de ce chapitre-là est plutôt Sophie, mais moi j'ai découvert Bergson effectivement beaucoup plus tard, et il y a une proximité entre Bergson et ce qu'on essaie de raconter qui est quand même assez forte. Mais j'ai plus été marqué par les objets que par les auteurs. D'accord. Et je n'ai jamais eu d'auteur fétiche. Et précisément, ayant plutôt eu un ancrage phénoménologique, m'étant intéressé au langage et m'étant intéressé ensuite très, très rapidement à tout ce qui est technique, avant d'aborder, j'ai abordé les questions écologiques à partir des questions de philosophie des techniques. Du coup, je ne pouvais pas avoir un auteur fétiche. Parce que, en fait, les questions qui m'intéressaient le plus, c'était pas des questions qui étaient, si vous voulez, énormément travaillées par la philosophie traditionnelle. Alors, j'ai aussi découvert Heidegger, c'était un moment très important pour moi. On peut mettre ça dans la perspective phénoménologique. Évidemment, tous les auteurs principaux, comment dire, je m'en suis beaucoup nourri et je m'en suis beaucoup servi dans tout ce que j'ai pu faire, mais une façon un petit peu éclectique. Par exemple, dans un livre qui n'est pas là, mais dans L'humanité contre le marché, tout finit par tourner autour du jeu Hegel-Marx, par exemple, hein. Donc voilà, mais autant j'ai pu lire et vraiment très assidûment Hegel, autant ça n'a jamais été une sorte de penseur de référence. En fait, c'est plutôt certaines constructions conceptuelles qui vont me servir. Quand on s'intéresse à la question de la nature, on ne peut pas ne pas passer par Aristote, mais on ne devient pas pour autant aristotélicien. C'est plutôt comme ça que j'ai travaillé. Alors ça, d'accord, mais dans la mesure où votre premier livre, finalement, hein, Transcendance et discours, oui, ça c'est le premier. Ça c'est le premier. Alors plutôt, et vous diriez que celui de 96, L'homme artifice, le sens de la technique, c'est le second? Ou il y en a eu d'autres? Non, c'est le second. En tout cas, le
le premier, Transcendance et discours, c'est une réécriture à partir de ma thèse de troisième cycle. Et puis, L'homme artifice, avec un chapitre en moins, c'est directement la thèse, à l'époque, sous la direction de Marcel Gauchet. D'accord. Et donc, c'est vraiment la thèse qui est directement... En fait, avec Gauchet, c'était très clair. J'écrivais un livre et on le faisait soutenir avant. Ah, oui, mais dans la mesure où c'est un livre qui porte directement sur la technique, sur l'idée finalement qu'il n'y a pas une extériorité des techniques à l'humanité, ma question serait, est-ce qu'il y a eu des auteurs, des philosophes de la technique, disons, qui vous ont amené à réfléchir sur la technique, ou bien est-ce par d'autres biais plus classiques ou plus nouveaux? Non, alors à l'époque où je commençais à écrire, évidemment, quand on parle de philosophie de la technique, on a tous en tête Heidegger, hein, c'est évident. On a tous en tête Ellul, Mumford, parce que le champ est plus large que la philosophie stricte quand on s'intéresse aux objets. On ne peut pas, justement, même si on va le faire avec une approche plus philosophique, on va en passer par des textes pluridisciplinaires. Et c'est pareil quand on va traiter les sujets d'écologie, quand on va traiter la question des institutions, etc. On ne peut pas être simplement philosophe. Et donc, voilà, moi j'ai toujours un peu travaillé comme ça. Non, là pour le coup, c'est vraiment l'objet qui me fascinait et je voulais l'interroger de manière philosophique. Mais tous les grands auteurs que je revisite sur un plan de la philosophie, il n'y en a pas beaucoup, il y en a dans ce livre, c'est toujours avec un point de vue très critique. C'est pas un livre heideggerien, absolument pas. C'est pas un livre ellulien, surtout pas. Mais je traverse ce corpus. Alors, dans la mesure où on a réédité là, ces dernières années Jacques Ellul, il faut peut-être justement préciser que, vous venez de le dire à l'instant, mais vous ne participez pas du tout de son courant de pensée. C'est-à-dire vous ne croyez pas, pour être simple, du tout à la thèse de l'autonomie, de la technique, qu'on va préciser. Vous êtes plutôt du côté de ceux qui pensent que la technique, c'est ce qui nous rend humains. Alors c'est ce qui nous rend humains, mais c'est aussi ce qui pourrait nous déshumaniser. Absolument. Mais en même temps, c'est ce qui nous rend humains. Donc Oui. Mais effectivement... humain, je ne dis pas dans le sens du bien ou du mal. Non, 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 Humain, pas du tout. Mais ah oui. alors c'est même quelque chose que j'ai réapprofondi après. Oui. Dans le nous rend humains, j'y suis beaucoup revenu un tout petit peu dans La primauté du vivant, mais surtout dans Nouvelle Terre, avec la question de l'exosomatisation. C'est-à-dire que ce qui caractérise le vivant de façon générale, c'est le fait de mobiliser des éléments de son environnement pour son propre développement. Les oiseaux font des nids, c'est tout simple à comprendre. Pour les êtres humains, ça a pris une ampleur complètement différente et qui est très très intéressante. Il y a vraiment deux formes d'exosomatisation de ce côté-là. Il y a, on pourrait dire, une exosomatisation cinétique parce qu'elle a à voir avec le mouvement, elle a à voir avec le corps. Et puis on a une exosomatisation intellectuelle. Ce qui va vraiment caractériser l'usage de l'outil, c'est très répandu dans tout le règne animal. Mais évidemment, chez les êtres humains, ça prend des proportions énormes. À partir d'un outil, on en fait d'autres. Et surtout, à partir d'un outil, c'est une espèce de prothèse corporelle, c'est un prolongement du corps qui va vous permettre de pouvoir changer un peu d'échelle, de démultiplier votre force, etc. Une machine, c'est lorsque vous reproduisez en dehors du corps des mouvements que le corps lui-même pourrait faire, mais cette fois-ci en changeant un peu l'échelle, en changeant la puissance, etc. Donc là, vraiment, l'humanité se caractérise par l'exosomatisation. Mais on va regarder du côté plus intellectuel, parce que là, on voit mieux l'intimité, d'une certaine manière, de la matière avec la pensée. Dans L'homme artifice, c'est déjà le cas. En fait, j'essaie d'interpréter les phonèmes, c'est-à-dire l'usage de sons, et sans des sons, on n'arrive pas, et c'était le grand Saussure qui montrait bien ça, on n'arrive pas à distinguer nos pensées. C'est par les sons, c'est par l'usage d'artefacts matériels, sonores, que l'on peut construire une pensée de plus en plus fine, de plus en plus analytique. Mais je peux montrer des exemples beaucoup plus simples. On ne peut absolument pas imaginer la géométrie grecque sans un bâton et du sable. Toute la géométrie grecque s'est fait avec. Et quand on voit, par exemple, simplement des symboles comme les abscisses et les ordonnées, eh bien, on voit que toujours la pensée nous fait faire des sauts par exosomatisation, c'est-à-dire par usage
d'éléments matériels de notre environnement. Et une des plus belles analyses que j'ai trouvées dessus, c'est justement, j'ai un écophénoménologue américain, David Abraham, dans The Spell of Sensuous, et donc il fait une interprétation de l'alphabet qui est très très intéressante. Et d'où là l'importance pour le fait précisément d'avoir étudié le moyen égyptien et l'ancien égyptien et le néo-égyptien derrière, c'était très important pour bien comprendre ce qu'il raconte, si vous voulez. C'est-à-dire que dans tous les systèmes d'écriture avant l'alphabet, et ne me dites pas qu'il y a un alphabet phénicien, les Phéniciens ont simplement noté les consonnes. Ce qu'ont fait les Grecs, ils ont réussi à avoir un système d'écriture, mais ça c'était aussi lié à la structure de la langue, des langues indo-européennes, où les voyelles comptent autant que les consonnes. Les Grecs ont réussi à avoir un système de notation écrite qui note les voyelles d'un côté, les consonnes de l'autre. Écrire une consonne seule, c'est très compliqué, parce que par définition, une consonne, on n'arrive pas à la prononcer sans voyelle. Non, il faut ni, ne, nous, tout ce que vous voulez, mais c'est pas possible. Les Grecs ont eu cette abstraction folle, ils ont mis de côté les consonnes, mis de côté les voyelles. Et du coup, quand on a un mot grec, quand on lit un mot grec, eh bien, en fait, la voix est comme enfermée par l'écriture. Et le mot se tient, on peut le connaître sans avoir à le lire. Et donc, David Abraham développe l'idée que, effectivement, le mot devient le signe de l'essence. Il permet de comprendre qu'il y a une forme d'abstraction, que entre les choses et nous, eh bien, il y a les idées, aurait dit Platon, et les choses ne sont jamais qu'un simple reflet des idées. Ça, sans l'écriture grecque, c'est absolument impossible. Et c'est sans doute, alors à la fois c'est la naissance d'une pensée linéaire et abstraite, c'est la mise de côté du récit, alors qu'auparavant, c'est le mythe, mythos c'est le récit, c'est-à-dire on s'explique, on ne comprend les choses que par un récit. Là, on va ouvrir l'ère de la pensée abstraite. C'est pas étonnant que les Grecs sont aussi les inventeurs de la science. Donc on passe vraiment dans un autre monde, et on voit très bien à quel point justement cette fameuse aussi exosomatisation est très importante. Donc voilà, quand l'on réfléchit sur les techniques avec la question de l'exosomatisation, on ne peut pas imaginer que la technique ne soit extérieure, ça n'a absolument aucun sens. En revanche, on peut très bien imaginer que cette dynamique de l'exosomatisation s'affole et qu'elle devienne dangereuse pour nous. J'entends encore une spécialiste l'autre jour parler du métaverse. Le métaverse va nous rendre plus cons, tout simplement parce qu'il va faire qu'il y a un certain nombre d'opérations intellectuelles qu'on ne fera plus. Et donc aujourd'hui, on a une évolution des techniques qui fait que la technique peut se substituer à un savoir-faire, alors qu'autrefois, elle développait, elle vous permettait d'augmenter l'ère d'un savoir-faire. Et donc là, il y a une espèce de rupture historique, qui est une rupture fondamentale, et on l'éclaire beaucoup mieux avec cette section, l'exosomatisation, qu'avec un éclairage ellulien, qui aussi a son intérêt, d'accord ? Juste une parenthèse, c'est quoi précisément le métaverse ? Alors le métaverse, c'est l'idée de reconstruire un monde complètement artificiel, de reconstruire une réalité sur base numérique avec la prétention d'avoir une réalité qui est plus intéressante que la vraie réalité. C'est une folie totale. Si vous êtes à 50 degrés à Jacobabad avec votre casque virtuel, sans plus rien à bouffer, sans plus rien à boire, ça ne va pas durer longtemps le métaverse. Et en plus, ça bouffe une énergie complètement dingue. Le secteur qui aujourd'hui est caractérisé par l'ascension de sa croissance énergétique, c'est vraiment le secteur du numérique. On était, il y a quelques années, à 3-4%, on en est pratiquement à 10%. J'ai compris le détour par la technique qui va vous mener finalement à découvrir le caractère, pour être très simple, paradoxal du progrès. On sent là, donc avec l'homme artifice, puis en 2001, le livre « Parer au risque de demain, le principe de précaution », donc vous basculez lentement mais sûrement vers la pensée écologique, qui est votre objet aujourd'hui. Donc, je fais quand même un petit retour en arrière et puis en même temps, je vais aller en avant pour essayer de comprendre. Dans les années 70, quand vous avez 20 ans, l'écologie, c'est pas, vous n'êtes pas influencé à l'époque par André Gorz, Jouvenel. Donc, Dominique Bourg dans les années 70 et comment vous allez lentement mais sûrement basculer vers la pensée écologiste. Alors non, ça commence avant, ça commence justement au début des années 70. D'accord. Effectivement, années 70, j'ai pas lu Jouvenel, je vais le découvrir vraiment
bien plus tard. Et c'est un auteur que j'aime beaucoup, Bertrand Bertrand Jouvenel. Jouvenel. Voilà. Oui. Non, je vais pas non plus encore à l'époque. Je dois entendre parler de Gorz, je dois lire Bosquet dans le Nouvel Obs, sans doute. Alors c'est marrant parce que je deviendrai l'ami de Gorz beaucoup plus tard. Et je suis même son exécuteur testamentaire. Et donc j'ai très bien connu Gorz parce qu'il habitait Venon, donc à une trentaine de kilomètres de Troyes. On s'est connus au cours des années 90. On s'est vraiment beaucoup fréquentés. Sinon, je n'aurais pas été son exécuteur testamentaire. Et je l'ai vu l'été qui a précédé je l'ai revu la dernière fois l'été qui a précédé son décès, au début des années 70. Non, je lis Jean Dorst. Ah oui. J'ai lu Jean Dorst, alors pas dans la version publiée en 65 d'Avant que nature meure. Et en fait, c'est repris sous une forme abrégée, mais avec une mise à jour, sous le titre, je crois, La nature dénaturée en point-seuil, et ça paraît en 70. D'accord. Voilà, c'est le livre de Dorst que je lis, donc la version abrégée, et ça m'a beaucoup marqué. Et je deviendrai, alors est-ce que c'est déjà le cas, ou est-ce que je m'abonne après, j'en sais rien, mais je vais m'abonner à Survivre et Vivre. Alors, les abonnés à Survivre et Vivre dans les années 70, mon cher Philippe, ne sont pas très nombreux. Et qui a fondé Survivre et Vivre? Grothendieck. Ah, le mathématicien. Ah oui, le médaille Fields. Et je lis les textes de Grothendieck et je suis complètement éberlué. Ça, je crois que c'est très important pour moi. Précisons peut-être pour les jeunes générations, ce mathématicien qui vient d'être réédité là, chez Gallimard. Chez Gallimard, oui, tout à fait. Et qui s'était retiré du monde et qui avait... Alors, quelques mots sur la vie de Grothendieck. Hein. C'est le juif, fils d'un couple, une Allemande révolutionnaire et un... Alors je ne sais plus d'où il venait, lui, entre la Russie et puis je ne sais plus quel autre pays de l'Est, mais slave. Et donc, il va se retrouver à 9 ans dans un camp où on enferme les anciens étrangers, etc., allemands. Lui va partir en camp de concentration très vite. Sa mère va y échapper, lui aussi. Et donc, il passe les premières années de son enfance dans une espèce de camp, pas de concentration, mais de prisonniers de rétention. Mais il est allé dans deux camps différents. Bon, c'est un type qui, à 9 ans, réinvente le calcul de la superficie d'un cercle. Faut quand même le faire. Mais bon, génial, mais complètement brouillon. Et donc, quand je ne sais plus dans quelle occasion il peut rencontrer Schwarz et Dieudonné. Là, les deux s'aperçoivent qu'ils ont affaire à une forme de génie, mais vraiment brut, que le gars, ils disent, voilà, réapprendre là. Ça fait 25 siècles qu'on sait, c'est pas ce que vous devez faire. et bon, donc ils vont beaucoup l'aider. Ça va être un médaille Fields, le prix Nobel des mathématiciens, mais dans les médailles Fields, il y a quand même des niveaux qui sont différents. Là, on est au niveau le plus élevé, le niveau le plus élevé d'abstraction. Et puis, c'est un type qui va être converti par une discussion dans la rue à l'écologie. Enfin, c'est un drôle de scie, notre ami Grothendieck. Et effectivement, il se convertit à l'écologie. Alors, il est un professeur invité au Collège de France, mais il fait déjà partie du groupe Bourbaki. Attention. Et puis, il est invité au Collège de France, et là, il doit faire 2 cours. Il fait donc un cours de maths, mais un cours sur l'écologie, et là, il va finir par se faire virer. Enfin bon, quand il a sa médaille Fields, il va enseigner au Vietnam. Enfin, c'est un type complètement étonnant, assez misanthrope. Hein. Dieu merci, c'est juste réconcilié au moment de sa mort avec ses enfants, mais ça n'a pas dû être facile non plus pour ses enfants. Mais alors, c'est un type qui a tout compris. Et dans sur l'ambivalence des sciences et sur leur côté destructeur. Oui. Et c'est ce qu'on essaie d'expliquer avec Nicolas Boulot dans le livre qu'on a publié ensemble récemment, Science et prudence. Il y a la dernière section de l'entretien est vraiment consacrée à Grothendieck, mais elle n'était pas le seul. Il y avait Samuel, je ne sais plus, Chevalet, enfin d'autres. Donc ça, c'est la revue dont vous parliez. Alors ça, c'est la revue Survivre et Vivre. Elle s'appelle d'abord Survivre. Parce que c'est un mouvement qui est fondé par des jeunes mathématiciens américains, canadiens, et Grothendieck va créer la section française. Et là, on est une espèce d'écologie radicale, qui au sens du terme, c'est-à-dire qui pense vraiment les choses jusqu'à leurs racines. Et alors, ce qui est très intéressant aussi chez Grothendieck, rien à voir avec Marx. Enfin. Dans le contexte français, c'était assez rare. Et une pensée effectivement puissante, que je vais redécouvrir après. Donc, mon entrée par l'écologie, ça se fait par ça. D'accord. C'est Dorst et Grothendieck. D'accord.
Et on est dans les années 70. Oui, Et je ne quitte jamais ça. Mais je vais redécouvrir ça, ça va redevenir important au travers de la question de la philosophie de la technique. Je vais écrire une partie de l'homme artifice quand je suis boursier Humboldt, à Heidelberg, en Allemagne. Et donc là-bas, j'arrive dans une Allemagne qui est très très écolo, et c'est aussi très important pour moi. Et voilà, c'est le moment où je vais approfondir tout ça, je vais un peu basculer de ce côté-là. Alors, vous allez basculer, disons, on peut dire qu'à partir de la fin des années 90 et le début des années 2000, Oh, avant, hein. Avant, les sentiments de la nature, ça devait être 93, quelque chose comme ça, je suis plus sûr. Mais c'est le début des années 90 que je bascule. C'est quand j'écris déjà l'homme artifice, en fait. La fin de l'homme artifice, c'est déjà une ouverture aux questions écologiques. Je termine toute mon interrogation sur la question de la technique là-dessus. C'est dans ce livre-là que je fais la bascule. Et ensuite, après, bien évidemment, je ne cesserai de creuser ce sillon, mais petit à petit, je vais, à partir de ce sillon, revenir sur les grandes questions classiques. Par exemple, effectivement, là, dans Nouvelle Terre, Primauté, je renoue avec les questions métaphysiques que j'avais d'abord abordées dans Transcendance et discours, c'est-à-dire 20 ans avant. Et puis là, je suis en train de préparer, parce que c'est lié au fait que je serai en 2024 le titulaire au printemps 2024 de la chaire Cardinal de Mercier de l'Université catholique de Louvain. Et donc pour ça, mon prochain travail, c'est justement de réinterroger la question très classique du mal, hein, comme j'ai pu réinterroger la question du langage, la question de la technique, etc. Oui, mais alors comment, avec l'écologie. Votre parcours, disons, de philosophe d'un côté et votre parcours institutionnel de l'autre, comment vont-ils se croiser? Parce que vous rentrez assez tôt à la Fondation Nicolas Hulot. Oui, dans les années 90. Comment ça se passe? Alors ça se passe de la manière, c'est tout simple, hein. C'est à l'époque Hulot qui voulait, il avait déjà une forme de conseil scientifique lié à sa fondation. Il y avait Monod, il y avait, je sais plus, enfin Théodore Monod, il y avait pas mal de gens. Et puis, mais là on était vraiment sur sa fondation. Et là, il voulait qu'on l'éclaire et avoir un conseil qui l'entoure pour avoir une action plus politique, plus sur la société, les institutions. Et donc, il cherche à me voir avec ça. Et donc, c'est assez marrant parce que la personne qui fait la médiation s'appelle Valérie Massonneau, parce que Valérie Massonneau, c'est la compagne d'un ami qui s'appelle Trierweiler. Donc là, Philippe, vous commencez à mieux voir. C'est Valérie Trierweiler, avant qu'elle ne connaisse évidemment Hollande, qui conseille à Hulot de prendre contact avec moi. Et la première fois que j'ai rencontré Hulot, je ne savais pas vraiment qui c'était. Moi, je n'avais pas la télé, etc. Bon, et j'étais très méfiant, parce que quand on est intello, disons les médias, on se méfie un peu, quoi. Et j'ai rencontré un garçon très sympa, très ouvert, et le contact a bien pris avec lui. C'est comme ça que les choses se sont faites. Et vous êtes resté combien de temps à la Fondation? Jusqu'en 2019? Oui, jusqu'en janvier 2019. Alors, je peux y retourner de temps en temps, mais j'ai plus de rôle et c'est très distendu. Et vous avez une petite incursion dans la vie politique aux élections européennes? Alors, c'est vraiment une incursion, hein. Oui. C'est vraiment pas mon job. Je suis très mal à l'aise. Ça, c'est donc les européennes de 2019. C'est parce que entre-temps, j'ai rencontré Delphine Batho, pour qui j'ai beaucoup d'admiration. C'est vraiment une femme de conviction, de dossier. Elle n'est pas restée longtemps malheureusement, mais c'était une des très bonnes ministres de l'Environnement. Il n'y en a pas beaucoup, hein. On les compte sur les doigts d'une seule main. Elle compte parmi ses ministres. Et puis c'est elle qui me demande, etc. Bon, voilà, pourquoi pas, je vais tenter cette expérience, mais sans grande conviction, en fait, hein. Et je ne sens pas bien le rôle, je n'ai pas été très à l'aise. J'étais incapable de dire voter pour moi, si quand même, quand on veut commencer une carrière politique, c'est franchement pas ce qu'il y a de mieux. Et puis, alors, c'est une jolie aventure, mais à la limite, j'ai presque envie de dire qu'elle est très peu politique, parce qu'on n'a pas un rond.
La commission... Même pas 30 000 euros. 29 000. 29 000, ah oui. Bon, Asselineau, à l'époque, on a 2 millions. Hein, bon. Donc 1,82 avec 29 000 euros, c'est pas mal. Hein. Si vous avez fait un MBA, faites le ratio entre le nombre de voix et le coût. On a été les meilleurs sur ce coup-là. Bon, en revanche, bien, c'est une expérience absurde parce qu'en fait... À peine, si vous voulez, les journalistes ont repéré que je suis tête de liste d'une micro-liste. Il n'est plus question de vous interviewer, puisque vous n'êtes plus un expert, vous êtes un homme politique. Donc du coup, le seul moment où je peux réapparaître dans les médias français, c'est pendant la campagne officielle. Elle dure 13 jours. Et le temps de parole des listes est lié à la représentativité, au sens électif du terme, des gens qui y figurent. Donc dans notre cas, on a eu un quart d'heure, je crois, quelque chose comme ça. Donc je ne suis jamais aussi peu intervenu dans les médias que pendant cette période. Hein, la seule émission de radio où j'ai pu vraiment m'exprimer, c'était une radio plutôt en général arabophone, où j'ai parlé français, évidemment. Donc franchement, c'est pas avec ça que j'ai dû rencontrer beaucoup de chalands. Alors, comment vous mettez en place, vous dirigez actuellement une collection aux presses universitaires de France ? Plusieurs collections. Et vous avez dirigé le dictionnaire de l'écologie. De la pensée écologique. Oui. De la pensée écologique. Le mot pensée est très important. Et ce dictionnaire, bon, c'est un peu un tournant aussi dans votre carrière, non ? Alors, un tournant, je ne sais pas, parce que c'est dans la parfaite continuité, mais faire un dictionnaire, on le fait une fois dans sa vie. Il n'y a pas plus. En fait, vous devez à peu près avoir 350 auteurs, des collègues, quand on connaît le milieu universitaire, s'occuper de 350 chieurs et chieuses, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement difficile. Hein. Et puis on a eu une chance extraordinaire. Comme on a mis plus de temps que ce que l'on pensait, eh bien finalement le dictionnaire paraît juste quelques mois avant la COP 21. Donc on ne peut pas imaginer un contexte plus favorable pour la parution d'un dictionnaire sur la pensée écologique que quelques mois avant la COP 21. Cela dit, juste avant, avec un de mes anciens assistants, on a fait un autre boulot qui est vraiment un boulot très important. C'est pareil au service, là. Quand vous faites un dictionnaire, vous allez faire quelques articles, vous allez choisir les notions, choisir celles et ceux qui vont les traiter, mais c'est un travail de seconde main, c'est pas un travail de première main. Donc voilà, vous y passez beaucoup plus de temps presque pour faire un livre que vous feriez vous-même. Hein. Mais voilà, c'est quelque chose en fait d'ingrat. On le fait une fois dans sa vie. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont fait 2 dictionnaires, mais j'ai pas envie de les connaître, ils sont complètement maso. Hein, c'est vraiment un exercice difficile. Pour moi, le dictionnaire ne va pas en dehors de l'anthologie qui était publiée l'année d'avant, en 2014, hein, avec Augustin Franière. Là, c'est vraiment les deux vont ensemble et effectivement, on a voulu à la fois montrer qu'il existait un champ particulier qui était celui de la pensée écologique et arrêter que ce mépris débile de l'écologie qui a été très caractéristique de la scène intellectuelle française pendant très longtemps. Alors, ce dictionnaire, je disais, représente un tournant d'abord parce qu'il est précieux, mais on voit peut-être le lien qu'il peut avoir avec vos livres et votre incursion en politique également. Il se trouve que j'étais à la présentation du dictionnaire en présence de Dominique Lecourt lorsque vous l'avez fait paraître. Et effectivement, ça m'avait frappé le nombre des contributeurs. Mais il y a un côté aussi chez vous programmatique. Alors, parmi ce caractère programmatique, il y avait ce petit livre, Retour sur Terre, avec 35 propositions, donc qui est paru en juin 2020. Vous illustrez à un moment votre propos par des références à Johan Chapoutot et Christian Ingrao, qui sont 2 auteurs qu'on peut retrouver sur ABC Pensée. Pourquoi ce lien avec les historiens ?
qui n'est peut-être pas sans rapport chez vous avec cette volonté, en quelque sorte, d'élargir le front de l'écologie. Il n'y a pas de raison qu'il y ait que des philosophes parmi les grands défenseurs de la pensée écologiste aujourd'hui. Alors, certainement pas, et c'était précisément un des buts du dictionnaire, de montrer que la pensée écologique, ça en passait par toutes les sciences humaines et sociales, et évidemment, pas seulement par la philosophie. Et quand on regarde le profil professionnel des 360, je ne sais plus, auteurs du dictionnaire, bien sûr, il y a des philosophes, mais il y a énormément d'autres. Il y a des juristes, il y a des sociologues, il y a des éthiciens, des historiens, des politistes, des constitutionnalistes. En fait, désormais, c'est toutes les sciences sociales qui peuvent être d'une certaine manière écologisées, hein. Donc, oui, ça, c'est effectivement la première chose. Alors, en plus, dans Primauté du vivant, je dirais que ça s'impose, puisque Primauté du vivant, c'est une réflexion aussi sur les paradigmes qui structurent les civilisations, leur avènement, leur disparition et leur développement sur le temps très très long. Donc, développer une telle idée en tant que philosophe sans recourir aux historiens, ça ne serait pas très sérieux, tout simplement. Dominique Bourg, on arrive à la fin de ce parcours biographique. Qu'est-ce qui fait courir Dominique Bourg, sachant que parfois le lanceur d'alerte que vous êtes est pour le moins sceptique sur les capacités à remuer la classe politique, ça c'est une évidence. Les citoyens, en tout cas certains citoyens, parfois moins. Vous insistez beaucoup sur le fait qu'il faut surpondérer la jeunesse, les jeunes d'aujourd'hui, et on le comprend bien puisque ce sont eux qui auront à vivre non seulement le réchauffement climatique, mais tous les dégâts environnementaux qu'il pourra engendrer, et ce ne sera pas le seul responsable de ces dégâts. Qu'est-ce qui vous fait courir encore aujourd'hui, alors que, j'allais dire, vous avancez en scepticisme, et en même temps, mais c'est pas le même en même temps que celui du président, vous essayez de transmettre quand même un flambeau pour qu'un sursaut soit encore possible dans certains cas? Oui, alors ça, c'est vraiment le paradoxe de la situation dans laquelle on est. Et puis, ça se lie aussi avec l'histoire de projection sur le temps des civilisations. C'est-à-dire qu'effectivement, alors déjà, premièrement, c'est pas simplement les jeunes qui vont vivre, c'est nous, hein, ça commence. En fait, on a une sortie du dérèglement climatique, du signal du dérèglement climatique extrêmement violente depuis 2018. C'est très, très étonnant. Là, quand les climatologues ont toujours dit que les choses fonctionnaient par seuil, et là, on a vraiment un seuil, quoi. C'est-à-dire ça, au moment où les choses explosent, on est à peu près à 410 ppm, c'est énorme, hein. Et d'un seul coup, vous avez un été boréal, un été austral, où les canicules se précipitent, elles se multiplient. Vous regardez autrefois le climat français, voilà, la canicule de 2003, il fallait remonter à 2016 pour avoir... Et c'était plus une période de sécheresse d'ailleurs qu'une période vraiment de chaleur. Bon, mais bon, peu importe, là, ça n'arrête plus, hein. Et donc, il y a vraiment une espèce de rupture. Donc, de toute façon, il y a une dynamique aujourd'hui de dégradation très forte de l'habitabilité de la Terre. Elle est là. Elle est en train de s'amplifier. Donc l'humanité n'a pas réagi. Je ne suis même pas certain qu'elle réagisse vraiment dans les années qui viennent. Et quand elle va réagir, ça sera précisément parce qu'elle aura le couteau sous la gorge. À mon avis, ça deviendra dans assez peu de temps. Quand ce sont des événements ponctuels, l'esprit humain est ainsi fait qu'on oublie, on repasse à nos habitudes. Si on a des pénuries chroniques en termes alimentaires ou de matériaux, etc., là, on peut espérer que l'esprit humain, qui est quand même pas sur un plan collectif absolument brillant, finisse quand même un peu par se mobiliser. Donc moi, je suis plutôt ce qu'on peut appeler un optimo-pessimiste, c'est-à-dire que ce qui me permet de voir encore un sens dans l'avenir, c'est de penser, si vous voulez, que on va en prendre tellement plein la tronche qu'on finira par agir. Et qu'effectivement, il y a une société différente, une civilisation différente, ce qu'on essaie de pointer dans Primauté du vivant avec ma co-auteure Sophie Svinton, eh bien, que ça finira par advenir, mais
sous une planète à l'habitabilité réduite et, si j'ose dire, sous tabassage climatique. Donc c'est pourquoi on peut avoir un peu une petite pointe d'optimisme en n'étant pas très rassuré sur nos capacités à répondre dans un temps rapproché. Dominique Bourg, donc si je vous ai bien compris, il ne pourrait y avoir que des phénomènes extrêmes qui seraient à même de nous réveiller de notre sommeil consumériste. Apparemment oui. On voit ce qui s'est passé d'ailleurs en Australie, le départ de Morrison. Morrison, avec au moment des méga-feux, donc l'été austral 2019-2020, on a là les premiers méga-feux en Australie, il y en avait déjà en Californie, etc. C'est absolument effrayant. C'est un méga-feu, je rappelle, c'est une chaleur au sol 10 fois celle d'un feu classique. C'est des flammes qui montent jusqu'à la cime des arbres, atteignent-ils 80 mètres, d'où les fameux koalas. C'est des incendies qu'on n'arrive pas à éteindre. C'est des phénomènes météo ad hoc que seule cette chaleur-là peut produire. Face à ça, déni du Premier ministre, déni de la plupart des pompiers, déni de la plupart des Australiens. Et puis finalement, la conscience a fait son travail. La société australienne, qui est d'ailleurs intéressante sur un plan philosophique, il y a toujours de grands philosophes qui ont été toujours à la pointe sur les questions écologiques, mais pas du tout le gros de la société. Et là, quand même, alternance et un nouveau Premier ministre beaucoup plus à l'écoute de ces questions-là. Alors oui, j'ai vraiment l'impression que les phénomènes extrêmes sont vraiment nécessaires pour que l'on puisse commencer vraiment à réagir, mais pas simplement des phénomènes extrêmes, parce que l'esprit humain est ainsi fait que lorsqu'on a de temps en temps un phénomène extrême, à peine s'éloigne-t-il qu'on revient à ses habitudes. En revanche, si on a des pénuries alimentaires, si on a des pénuries de matériaux, si on a des pandémies, parce que ce sont des zoonoses, eh bien là, on est sur des dégâts continus. Et c'est sans doute ça qui nous fera le plus et le plus rapidement changer.